Je voulais vous remercier d'être ici, à l'invitation du président de la République, et demander à Rodolphe Sadé, le PDG de CMA-CGM, de nous dire un petit mot. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous avoir invités. Grâce à vous, je suis assis à côté de Hapag-Lloyd, de Maersk et de MSC. Ça n'arrive pas tous les jours. Peut-être ce que je souhaiterais, c'est commencer par un engagement que le groupe CMA-CGM va prendre, qui est celui de ne plus transporter de déchets plastiques à bord de ces bateaux. Et cela permettra de ne plus avoir du plastique qui se retrouve dans certains pays où il ne pourra pas être recyclé. C'est un engagement que nous prenons. Ensuite, on entend beaucoup de choses sur l'industrie du transport maritime et tout ce qu'elle fait ou ne fait pas assez par rapport à la décarbonation. Le groupe CMA-CGM a investi dans une flotte de navires au gaz naturel liquéfié, ce qui nous permet de réduire nos émissions de CO2 d'une vingtaine de %. Certes, ce n'est pas assez, c'est une énergie de transition, mais c'est déjà un bon début. On continue à travailler sur des énergies qui seront bien plus propres, comme par exemple le méthane, et nos navires propulsés au GNL sont équipés pour pouvoir, le jour où ces combustibles seront disponibles, pour pouvoir utiliser ce fuel-là qui nous permettra de réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 100%. Mais par contre, tant que le produit n'est pas disponible, on ne sera pas en mesure de pouvoir le faire. Et troisièmement, ce qui fait aussi la force de notre secteur, c'est de pouvoir travailler ensemble. Et ce qu'il faudrait, c'est accélérer les collaborations entre les différents acteurs du secteur. Et à ce titre, CMA-CGM a investi dans une nouvelle académie à Marseille qui s'appelle Tangram et qui accueillera l'Institut maritime français de la décarbonation à partir de l'année prochaine. Et j'espère que d'autres acteurs qui sont présents dans cette salle souhaiteront aussi se joindre à nous. L'objectif, évidemment, c'est de préserver les océans et tout ce qu'on peut essayer de faire ensemble est évidemment bon pour l'océan. Merci. Merci Rodolphe Sadé, PDG de CMA-CGM. Abben Janssen, CEO de Hapag-Lloyd. Thank you very much, and Mr. President, thank you very much for the invitation, for the opportunity to speak here at this important conference. Maybe from my side, only a few things. I think we at Hapag-Lloyd are, as CMA-CGM and all our competitors, really committed to make things better, and we are also putting significant amount of money into that. For example, into dual fuel engines. We have committed to be carbon neutral by 2045, yeah, and we are committing to decarbonize all of our offices by the end of 2023. And since last year, we've also committed to make all of our financings dependent on achieving our sustainability goals. So I think from that perspective, we are trying to do whatever we can. But what I think is the most important at the moment is that the industry is actually quite united in trying to be fast and to decarbonize. And I would like to point out, and I stand here also a little bit as the co-chair of the World Shipping Council that represents most of the container lines. And I think as late as yesterday, we have presented 6 pathways that we believe can really lead us to decarbonize. Yeah. One of them is that we've said we all support the introduction of market-based measures, yeah, or some kind of carbon tax to help guide the right type of behavior. The second one being that we believe that it's important that when we look at future fuels, that we do a proper well-to-wake analysis of all those fuels to properly understand what happens in the various phases. The third one being that we believe that there should be new standards and better standards for ships that we build into the future. The fourth one, that we make it possible that the supply of carbon neutral fuels becomes available to all, and that requires massive investment and as such also guidance from international institutions. The fifth one being around establishing green corridors there and where possible, and the last one, make sure that allow us please to continue to invest in R&D. For all of those, we've submitted specific proposals also to the IMO, and I would also call up all the politicians that are here and that represent many of the countries in the IMO to be a little bit brave this year, because we need your support as well to ensure that all of us can act
in a level playing field. That's all from my side. Merci, merci à vous de votre engagement. Søren Coup, le CEO de Maersk. Ladies and gentlemen, thank you for the invitation. We are very clear also today in the discussions that the world has a climate crisis. And even though shipping is by far the most environmentally friendly mode of transport, we also know that we are part of the problem. But we also clearly want to be part of the solution. And we believe that the solution for global shipping is to, in the future, propel our ships forward using green fuels that have been produced by Power-to-X technology. That is the pathway for us to decarbonize. And because we have that pathway, we have at Maersk started to invest in ships that can actually use this green fuel. So far, we have 12 ships on order, and we are committed that every ship from now on we build will be able to use green fuels. From 2025, we believe that we will have the technical concepts ready to be able to start retrofitting already existing ships with green fuels. And that means that there is a realistic pathway for shipping, or for us at least, to decarbonize by 2040. And that is our goal. We have two challenges now, and Rolf Harpen-Jansen touched upon them. The first one is the fuel doesn't exist. It needs to be made, it needs to be produced. But we do believe that the market will take care of that over time. The second problem is that green fuels will be 2 to 3 times as expensive as the fossil fuels we use today. And that's why we need IMO to be brave, to be ambitious, to set a price on carbon sometime this decade so that we can even out the balance. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle le quatrième mousquetaire, le Søren Stoff, du CEO de MSC. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, also from my side, thank you for the opportunity to speak today. The shipping industry is clearly one of the main sources for international trade. I think we can say we are fueling growth and commerce. And I can tell you that at MSC, our heritage is the sea, our present is the sea, and our future is the sea. And for that reason, we also know that we are part of the problem and part of the solution. I'll share a few of the pledges we have recently given also to the audience here today. Firstly, we have pledged that we will become carbon neutral by 2050 without the reliance on any offsetting mechanisms. We don't know precisely how we're going to go there, but we are working very closely with a number of constituents in the supply chain, whether it's methanol, ammonia, hydrogen, or other sources of fuel. As my colleagues have said, they are not available in scale, but we have to take steps now. The first step we have taken is to offer our customers a biofuel product that they can buy already today. We also don't know how long the transition will take. Is it 5, 10, 15 years or longer? And for that reason, we have also at the MSC Group decided to invest a part of our future in LNG-propelled ships. We know, of course, that LNG is not the final solution. It will only reduce emissions by about 20%, but it will take away nearly all of the particle matter and all of the SOx. So it's an important step for us for the future. Also, we have decided as MSC that we will not be going through the Arctic routes in the north. We don't want to be breaking through the ice in the north, and maybe above anything else, we want to make sure that the particle matter that comes from the fuel that we burn doesn't go on the ice cap and melts the ice cap much faster than normally it would have done. We also support at MSC a global price on carbon, a market-based measure. And for us, it's very important that it's a global market-based measure. Now, the world will judge us more on our actions than the targets that we set, but I believe with the commitments we've set today as an industry, we are ready to support a sustainable future also for the seas. Thank you. Merci, merci. Je crois que nous ne pouvons que vous remercier d'être là. Pour certains d'entre vous qui avaient rejoint ce label Green Marine Europe, que
Je souhaite remercier la Fondation Surfrider qui a vraiment porté ce label et continue à le porter auprès de nombreux armateurs d'ailleurs qui sont ici présents, qui l'ont rejoint. Pour ne pas citer Brittany Ferry, par exemple, qui accueille aujourd'hui un grand nombre de nos congressistes sur le Salamanca. Merci. Est-ce qu'on peut vous applaudir très fortement d'être ensemble aujourd'hui? Peut-être vous demander de vous lever pour que cette photo reste en quelque sorte la trace des engagements de 55% du transport maritime mondial. Ça n'est pas rien. Merci, messieurs. Monsieur le Président, vous avez souhaité terminer cette table ronde sur la question du carbone bleu. Et je crois que vous avez un invité de prestige, le président colombien, M. Iván Duque Marquez, qui va en parler à la tribune maintenant. It's a great honor for me to be here today. Thank you, our good friend Emmanuel Macron, President of France, for putting together this amazing summit. It's a great honor for me also to share the stage with such a distinguished group of world leaders. There's no doubt that climate change is the biggest challenge of our time. There's no doubt that we need to act boldly, that we need to identify the right policies. And there's no doubt that there are two concepts that must come together. One is carbon neutrality. And we had a very enriching conversation in Glasgow to reach carbon neutrality in the following decades, putting 2050 as a milestone. But we also have to consider another concept, nature positive. Both have to go together. And you may ask, why am I talking about those two concepts coming from Colombia? My country only represents 0.6% of all the world greenhouse gases emissions, but is one of the most threatened countries by the effects of climate change. And we're also the #2 country in the world in biodiversity. We have made a clear statement, and we express it in Glasgow. We want to reach carbon neutrality by 2050, and we want to reduce our CO2 emissions by 51% in 2030. But we also need to embrace the concept of nature positive. And we come today to this very important summit, not with a pledge, but with a reality. This year, in 2022, we're not going to wait until 2030. This year, we're going to have 30% of Colombian maritime area declared a protected area. This means that we're going to duplicate this year the maritime protected areas. And we're going to do the same thing inland, protecting overall thousands of square kilometers, protecting species, but also making an additional call. This has to be done in a teamwork. And that's why Colombia has also joined Ecuador, Costa Rica, and Panama. And the four altogether have created the largest protected area, or the largest maritime protected area in the world. We signed that agreement in Glasgow. And today, we're working together, sharing our knowledge, our policies, to achieve that common purpose. But I also have to say today that we need to act decisively on a very complicated matter. Atolls and the coral reefs must be protected, and they are threatened day by day through trawling practices. And trawling is the equivalent of sea deforestation. Trawling is destroying the coral reefs around the world. And the coral reefs are the center for life of 40% of all sea species. So putting an end to the negative trawling practices
is something that we must all embrace, and we must do it rapidly. And that implies that through legislation and through clearly executing the protection of the areas of the maritime areas of our countries, we can certainly do that. But that also implies that we need to identify also mechanisms to support different types of fisheries. We in Colombia have prohibited any form of shark fishery, and we have demonstrated that when you invest $1 in a maritime protected area, you can win out of $5 to $6 in investment that come through ecotourism. So you can make a big change in the way of living of local communities. But I'm also happy, Emmanuel, that we're coming today to this summit with a clear purpose, and today with a good friend, Audrey Azoulay, we will be presenting the file so that the Tribu Ga Bay in Colombia can be declared a World Biosphere Reserve. This is also a major statement in a very important area of our country. And together with Conservation International, we are restoring 1 million corals in our country, primarily in the Caribbean. And we have also approved a climate action bill that has stated a big purpose in a developing country like Colombia. By the year 2030, all single-use packaging must be recyclable, reusable, and compostable. And that means a major change in industry with a clear conscience. We also launched an Artemis campaign to fight deforestation, and we have extended that campaign to fight trawling and protect the coral reefs. So all this put together demonstrates that a country that is only 0.6% of the world greenhouse gas emissions have embraced one of the most ambitious objectives when it comes to climate change. But it has also reached the most important element, which is the 30 by 30 in 2022. So, distinguished heads of state, and Emmanuel, thank you again for putting together this summit. We are working together in a common purpose. There's no planet B. This is our moral duty. And with all the objectives that are not pledges that we're meeting, we're demonstrating to the countries that have contributed the most to the climate action situation we face that if a country like Colombia does it, big countries should do the same. Thank you so much. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je propose que nous concluons cette table ronde en demandant au CEO de Conservation International, M. Sanyajan, de venir prendre la parole de la salle. Thank you so much. Is that working? Yeah. Thank you so much. President Macron, Your Excellency, Secretary Kerry, friends, delighted to be here. I was born on an island, and I was born very close to a forest that provided everything to our communities. But this is a forgotten forest. It's not a terrestrial forest. It's actually a marine forest, a blue forest, an ocean forest. Mangroves, seagrasses, salt marshes. They're the hardest working ecosystems on planet Earth. It's just a sliver of land, just a sliver of ocean, but they provide so much to so many. They can capture 10 times more carbon than equivalent forests on a terrestrial system. If we lose them, and we have lost about half of them, it's basically game over for the agreements that we made in Paris and we confirmed in Glasgow, and we will again in Sharm el-Sheikh. Coastal forests take centuries to grow. They grow about that much every year, so you can see what irreparable harm we can do very quickly.
But we can all be part of the solution. 151 countries contain at least one of these three ecosystem types. France contains all three when you include its territorial waters. And one of your seagrass beds, the Posidonia seagrass beds in the south of France, we think are the most carbon-rich seagrass beds on planet Earth. Over the last, the French contingent is strong here. Over the last decade, we have been working, Conservation International, along with partners, on really strengthening our ambitions around blue carbon. And last year, we launched, alongside our friend, President Duque of Colombia, the first verified carbon project for mangroves in Cispata, Colombia. So how does this work? Basically, the mangroves were protected and restored with the help of Colombia and the communities there in return for the carbon that they harbor, carbon that goes 6 meters underwater and into the ground below. One of the companies that helped support this project was Apple. You can see the remarkable investment that we can drive towards protecting seagrasses and mangroves if we can tap into this market. But of course, to take care of blue carbon, we have to do it right. You can't build a house without strong foundations. And that's why we are thrilled to launch a global coalition on blue carbon alongside the French, the Colombian, and the Costa Rican governments, alongside AXA, Bank of America, Blue Ventures, Climate Asset Management, IUCN, Ocean Risk Resilience Action Alliance, the Voluntary Carbon Market Integrity Initiative, IOC, UNESCO, HSBC, and Vera will also be part of the working group. We hope, sincerely hope, that the United States, the United Kingdom, and every country here also participates in this global coalition on blue carbon. This partnership will fill the scientific gaps that desperately need to be filled. It will build capacity in local indigenous communities to steward mangroves, seagrass beds, and salt marshes. And very importantly, it will connect financial investors with implementers on the ground. And that's what's desperately needed. And we will build a huge new portfolio of projects around the world. Thank you, President Macron, and thank you to the country of France for this partnership and your support. We look forward to growing this alliance alongside all of you. And thank you again, President Duque. Thank you. Nice to see you again. Merci, Monsieur Sanjayan. Merci. Merci beaucoup pour clôturer cette troisième table ronde et avant qu'on aille vers la dernière séquence. Bon, beaucoup de choses ont été dites, je ne veux pas être ici plus long. Le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, Henri Pouna, a été très éloquent sur à la fois les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan, mais aussi les solutions qui pouvaient en procéder. Moi, je retiens des engagements qui ont été pris. D'abord, merci à tous les chefs d'État et de gouvernement ici, qui ont rejoint plusieurs des coalitions déjà lancées sur les aires marines protégées hautes. Je pense que c'était des avancées très importantes et vos confirmations ont été ici très fortes. Sur l'énergie. Je pense que l'éolien offshore, ce qui a été dit par le Taoiseach, est un élément très important de ce qu'on doit continuer à structurer en européen et en international pour financer, crédibiliser ces projets, leur donner une visibilité, une acceptabilité, parce qu'il y a des sujets, là aussi on le sait, de conflits d'usage qui sont à régler. L'exemple qui a été donné est très fort et c'est un des points qu'on veut poursuivre en européen. Deuxième point, la mobilisation du secteur maritime, du transport maritime et en particulier des armateurs. Ça a été dit, c'est 90% du transport international qui est maritime et donc son assainissement est clé. Donc je veux remercier les 4 entreprises, on l'a fait en les applaudissant, mais qui aux côtés de Green Marine Europe représentent plus de la moitié du transport mondial. Et je pense que ce qui a été acté aujourd'hui va commencer à faire la différence, parce que vous mettez ensemble, en quelque sorte, des engagements qui sont très forts. Certains les avaient pris dès le G7 de Biarritz sur la non-utilisation de la route du Nord, ouverte par la fonte des glaces et du permafrost, mais ce qui a été ici redit par vous, l'investissement dans
le GNL, un transport justement plus sain, et donc une série d'engagements qui va permettre de réduire fortement les émissions du secteur est absolument clé. Et je veux aussi saluer Brittany Ferries qui a beaucoup investi dans le GNL, on le sait, on sera tout à l'heure aussi ensemble pour célébrer ces investissements importants. Donc ça, c'est une étape très forte qui montre une vraie coalition d'acteurs dans la logique de ce qu'on veut faire depuis les One Planet Summit. Merci infiniment. Ce que nous allons faire en Européens, c'est essayer de vous aider à franchir l'étape supplémentaire qui est d'aller vers les navires zéro émission. Et donc ça suppose un investissement technologique en rupture. Vous avez très bien dit ce que permettait de faire GNL. Nous devons vous aider à aller plus loin. Et donc comme on le fait pour les voitures zéro émission, comme on le fait pour le projet avion zéro émission, dans le cadre des grands projets qu'on va bâtir et dont on discutera le 10 et 11 mars prochain lors du sommet informel qu'on tiendra à Versailles, avec le président Michel, la présidente von der Leyen et tous les collègues, on avancera sur ces projets parce que ce sont des vrais projets de filière industrielle pour marquer ces ruptures. L'Alliance, c'est aussi celle des ports mobilisés. Je veux saluer l'engagement qui a été pris à cet égard par Édouard Philippe en tant que président de l'Association internationale des villes portuaires. Ça s'inscrit complètement dans cette logique-là, parce que les villes portuaires, en particulier les travaux d'électrification qui sont menés par ces villes et que vous avez engagés, permettent de réduire 90% des émissions polluantes des navires à quai. Et les technologies sont là. Donc maintenant, c'est une question de planification, d'investissement, mais là aussi, c'est un agenda de solutions. Ça, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité et beaucoup des alliances qu'on a annoncées là vont permettre d'aller dans la bonne direction. Ensuite, il y a un enjeu collectif, ça a été évoqué par les collègues, pour la Méditerranée, c'est le trafic maritime intense et croissant. Le président Anastasiades et le Premier ministre Abdel l'ont très bien dit. Vous l'avez aussi évoqué, Madame Premier ministre, dans votre propos. Je me réjouis qu'on ait eu la confirmation dans le discours de la présidente de la Commission tout à l'heure, du fait que l'Union européenne, et le président Michel, je pense, en dira aussi un mot tout à l'heure, l'Union européenne va rejoindre l'ensemble des pays méditerranéens pour précisément qu'on arrive à finaliser la zone de contrôle des émissions de soufre qui entrera en vigueur sur toute la Méditerranée au 1er janvier 2025. Et donc cet accord et la confirmation des dernières adhésions à ce projet va nous permettre de faire que tous les navires qui traversent la Méditerranée ne seront autorisés à utiliser que des carburants à faible teneur en soufre, ce qui va permettre de fortement améliorer à la fois la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Et ça, c'est un engagement très structurant qui était attendu par beaucoup d'entre vous. Alors, je fais une parenthèse parce que Robert l'a très bien dit, tout ça, ça aura un coût. Alors, c'est vrai, et je crois qu'il faut être très clair, nos transitions ont un coût. Et donc, c'est pour ça qu'il faut assumer d'engager la puissance publique pour accompagner les acteurs industriels et le monde économique pour faire ces transitions et en porter une partie. Il faut accompagner les ménages pour rendre ces coûts soutenables, mais il faut être tous lucides que si nous voulons faire ces transitions, on doit sortir d'équilibre, et donc c'est pour ça que c'est un investissement public que d'ailleurs nos politiques, budgétaires comme monétaires, doivent pleinement intégrer. C'est-à-dire que nos critères d'avant la transition, qu'on a su suspendre pendant la crise Covid. Je dis toujours, il y a eu un miracle qui a été lié au Covid. D'un seul coup, il n'y avait plus les critères budgétaires qui contraignaient tout. D'un seul coup, il n'y avait plus les règles monétaires qui empêchaient d'acheter les actifs bancaires. Ben, il y a la même urgence pour la crise de réchauffement climatique et de la biodiversité. Et donc, nous devons réinventer nos règles budgétaires et monétaires pour l'accompagner. Et donc, c'est exactement ce vers quoi on doit aller. On va avoir cette discussion entre chefs d'État et de gouvernement. Parce que si on garde les mêmes critères, donc on doit mettre au cœur du mandat de la Fed comme de la BCE et au cœur de nos agendas budgétaires, ces règles de transition, c'est-à-dire assumer les investissements publics qui iront à côté des investissements privés que notre taxonomie a permises, qui vont nous permettre d'avancer. Dans ce contexte-là, je veux vraiment aussi féliciter la création d'un institut pour la transition éco-énergétique du maritime, qui soutient et s'engagera aux côtés du cluster maritime français et de ses partenaires pour la réussite du programme Navires et ports zéro émission. C'est une mobilisation là, de toutes les parties prenantes et bravo à vous.
Parce que c'est ce qui va nous permettre, à côté de ces grands investissements, de ces actions des États, de les décliner avec toutes les parties prenantes. Et puis tout dernier point, le président Duque Marquez a très bien parlé d'abord de tous ces engagements structurants en termes de protection, mais il a lancé justement cette initiative Carbone Bleu avec plusieurs partenaires, en particulier Conservation International, l'UNESCO et tous les partenaires privés qui ont été cités par le directeur général de Conservation International à l'instant. Je veux ici dire que l'alliance que nous lançons ensemble aujourd'hui est un élément très structurant et j'invite vraiment le maximum de collègues à la rejoindre. Ça a été très bien dit et maintenant c'est démontré. Les mangroves peuvent stocker voire plus de CO2 que les forêts tropicales. Et mangroves, présalés, herbiers sous-marins, posidoniers, etc. sont des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique et son réchauffement. Et donc, nous devons structurer par cette alliance, d'abord, toutes les coalitions de bonne volonté pour identifier les projets de préservation, voire de restauration de ces écosystèmes et justement de ces mangroves, posidonies et autres. On doit derrière mobiliser les solutions de financement, comme on l'a d'ailleurs fait tout à l'heure sur le plastique, c'est exactement la même logique. Et donc, il nous faut au fond structurer un marché du carbone bleu sain. C'est ça le défi qui est le nôtre. C'est tout à fait faisable. On connaît les instruments, on l'a déjà fait dans d'autres secteurs. Et donc, si on lance cette initiative, et pas si, nous lançons cette initiative aujourd'hui, rejoignez au maximum chefs d'État et de gouvernement, car cette coalition va nous permettre de dégager des sources de financement et des actions concrètes pour notre biodiversité. C'est exactement sur la même logique de ce qu'on a fait avec la Grande Muraille Verte pour 13 pays africains. Là, c'est ce que nous allons faire à travers nos océans pour permettre justement de valoriser des projets, de restaurer et de les monétiser et les financer. Donc lançons aujourd'hui cette grande coalition pour le carbone bleu qui sera, je crois, un des leviers de solution pour nos océans et pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis je voudrais un dernier mot, dans le cadre de cet agenda de solutions, un dernier mot sur les pôles. On en a un peu parlé, mais je veux ici défendre, et c'est votre autre casquette, monsieur l'ambassadeur, mais je veux ici vous dire que nous allons publier très prochainement pour la France notre première stratégie polaire. La France a une tradition, avec plusieurs d'ailleurs d'entre vous, d'engagement sur le sujet des pôles. Et je veux saluer ici en particulier le travail qu'avait fait en son temps Michel Rocard, qui, avec plusieurs grandes puissances du Pacifique, avait réussi à protéger justement le pôle Sud et développer une coalition unique à l'époque, qui était de dire c'est un bien commun, mettons-nous d'accord. Et donc, vous avez préparé à ma demande depuis plusieurs mois avec les ministres concernés une stratégie pour les pôles. Le Premier ministre la présentera en détail d'ici la fin du mois. Et avec plusieurs engagements que la France va prendre, en particulier, parce que je n'ai pas oublié ce sur quoi certains d'entre vous m'avaient sollicité à Marseille, sur un bateau, le réinvestissement scientifique français important en Arctique, au travers notamment de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. Et je veux ici remercier tous les acteurs engagés dans ce combat, à commencer par Frédéric Paulsen, qui est présent dans la salle, avec qui nous avons lancé aujourd'hui une fondation polaire qui sera destinée à financer de très importants programmes scientifiques et qui vient en relais de tout ce qui a été lancé depuis plusieurs années. Je veux saluer aussi l'engagement de l'Allemagne, de plusieurs pays qui ont fait des investissements remarquables. Et je dis ici avec beaucoup d'humilité ce qu'on lance et ce qu'on fait, parce que nous avions pris ces dernières décennies beaucoup de retard en France en matière d'investissement public, là où d'autres pays, qui parfois étaient plus récents dans cet engagement, avaient décidé de faire beaucoup plus. Et donc nous avons devant nous une décennie d'action sur beaucoup de sujets, et il faudra nous engager collectivement comme champions de la protection de la biodiversité, en particulier en Antarctique. Et je veux dire ici, très solennellement, qu'on va développer ces projets de recherche, ces projets scientifiques, ces projets de coopération. Mais nous allons porter, avec l'Union européenne et de très nombreux pays, la demande de classement des aires marines protégées de l'Antarctique Est et de la mer de Weddell. Et sur ce sujet, nous avons besoin, messieurs les ambassadeurs
ici présents, nous avons besoin de la coopération et du réengagement de la Chine et de la Russie pour qu'ils soutiennent cette démarche de protection. Donc je vais prendre mon bâton de pèlerin. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai des discussions avec le président de la Fédération de Russie. J'en aurai bientôt avec le président chinois. Mais ce sujet, on va le mettre au cœur de notre agenda parce qu'on a absolument besoin de réussir ce qu'on a réussi il y a quelques décennies avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et plusieurs autres. C'est absolument indispensable si on veut protéger à la fois l'agenda de protection de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. Je ne serai pas plus long. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous avez bien mérité la petite vidéo qui va suivre, qui s'appelle I am the ice. Et Liam Neeson va nous dire où en sont nos pôles. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci infiniment. Et j'appelle pour le dernier râtelier, pour la gouvernance rénovée, le président des Seychelles, le premier ministre de la Norvège et le président de la Namibie. Merci. I am ice. I move slowly. I keep the world cool. Well, I used to. But humans keep warming this planet. I try to warn you. I send pieces of me thundering into the ocean. You do nothing. I raise sea levels. You do nothing. It has taken you decades to notice. Perhaps I'm not so slow after all. Portugal, non, il n'y en a pas. Voilà. Merci, merci à vous. Ce n'est pas terminé, loin de là. D'ailleurs, ça ne sera jamais terminé pour l'océan. Donc je remercie le président Wavel Ramkalawan d'être ici avec nous, le président des Seychelles, le Premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et le président de la Namibie, Aj Bob. Et je vous confie, le président vous confie plutôt, le sujet de la gouvernance rénovée des océans. Monsieur le Président des Seychelles. Hello. Thank you very much. Merci bien.